qui contient deux écoles, donc qui accueille deux écoles, classique et néoclassique. Donc, par rapport à l'école classique, nous avons vu quelques principes, à savoir la rationalité des agents économiques. Nous avons dit que selon les classiques, l'individu est un être rationnel qui cherche à maximiser son intérêt. Donc, l'État n'a pas de place donc, dans la régulation ou dans le paramétrage du comportement des individus. Ça veut dire que l'État n'intervient pas dans les choix des individus, mais, d'accord, mais on a vu par la suite qu'elle a un rôle, c'est le rôle de protection de droits de ces individus. Donc, par la suite, nous avons vu le libéralisme économique. Donc, lorsqu'on parle de libéralisme économique, c'est tout ce qui est liberté de la propriété. Donc, c'est le marché qui se régule automatiquement, etc. Et le principe de l'état gendarme, et bien sûr la permanence de l'équilibre économique. Sur la façon de créer la richesse, nous avons vu tout ce qui est division du travail. Donc, l'intérêt de la division du travail pour les classiques qui permet de gagner beaucoup de temps pour maximiser la production, d'accord, et qui permet aussi d'augmenter le degré d'innovation voilà, chez l'ouvrier, d'accord? Donc, toujours au niveau de cette école, on se penche toujours vers l'augmentation de la quantité produite parce que il y a une loi qu'on a appelée loi des débouchés qui dit que tout ce que vous avez produit trouvera une affectation, trouvera un acheteur, d'accord? Et le problème qui se posera, se posera seulement au niveau du prix qui va augmenter ou baisser en fonction voilà, de l'offre, du rapport entre l'offre et la demande. Par rapport à la théorie de valeur, nous avons déjà distingué deux types de valeurs, la valeur d'échange et la valeur d'utilité. La valeur d'échange développée par Adam Smith et David Ricardo qui dit que la valeur d'un bien dépend de la quantité du travail consacré à sa production. Ça veut dire lorsqu'on veut échanger un bien contre un autre, alors déjà, le rapport entre les valeurs euh, se détermine à travers la quantité du travail euh, que chaque bien a demandé. D'accord? Et par la suite, nous avons vu la valeur d'usage selon Jean-Baptiste Say, qui a dit que la valeur du bien dépend de son utilité, ça veut dire son degré de satisfaction du besoin, peu importe déjà le temps consacré à sa création. Donc, loi de débouché aussi, donc nous avons vu que donc, d'une façon très simple, la loi des débouchés, c'est avancé par Jean-Baptiste Say, c'est déjà tout produit trouvera une affectation, d'accord? Ça veut dire il suffit de produire et le produit sera écoulé facilement sur le marché, d'accord? Donc ça, c'est la loi de débouché, d'accord? Bien sûr, la quantité, voilà, voilà, la théorie quantitative de la monnaie. Alors aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est l'école néoclassique, d'accord? L'école néoclassique, c'est une école qui est né après donc l'école classique avec d'autres auteurs, avec d'autres chercheurs, Léon Walras, Wilfred Pareto et Alfred Parshall. Ça veut dire cette école, c'est cette école qui a donné naissance à la microéconomie. Ça veut dire c'est le calcul du comportement ou l'étude du comportement individuel des agents. D'accord? Donc, si on veut accorder du mérite à cette école, ça, on va lui accorder le mérite ou l'avantage de créer toute une discipline, à savoir la microéconomie. Et déjà, lors de votre cours de microéconomie, vous avez vu tout ce qui est, voilà, tout ce qui est étude du comportement individuel. Donc, c'est pas par quoi vous avez commencé. Est-ce que c'est par le comportement du consommateur ou le comportement du producteur? Par quoi vous avez commencé? Les consommateurs. Du consommateur, monsieur. Le Du consommateur. consommateur, monsieur. Très bien, très bien. Alors ici, pour situer déjà, pour
pour parler de l'école classique, on parle de microéconomie et de calcul et d'étude du comportement individuel à travers le calcul de ce qu'on appelle la marge. D'accord? Donc ici, ce qu'on voit, c'est le calcul de la marge. Donc au niveau de votre cours de microéconomie, vous avez pu, je ne sais pas, est-ce que vous êtes arrivé au calcul de l'utilité marginale, d'accord? Euh, l'utilité provoquée par la consommation d'une unité مسيو supplémentaire. جينيسكوز قاطعتك غير هما شي وحدين خاصهم باغي ندخلوهم خاصك تاكسبتهم D'accord? Je vais essayer de voir. مسيو جينيسكوز Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Voilà. Très bien. Donc, par rapport, je vais voir, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? J'accepte. On va devoir patienter un petit peu s'il y a d'autres étudiants avant de commencer tranquillement. Très bien. D'accord. Très bien. Donc, par rapport à cette école, nous avons vu qu'elle a commencé par l'étude, qu'elle a été concernée par l'étude du comportement des individus à travers le calcul de la marge. Donc, c'est le cas de l'utilité marginale chez le consommateur et la productivité marginale chez le producteur. Donc, quels sont les principes avancés par ces trois auteurs-là, Walras, Pareto et Marshall? C'est que tout comportement relève d'un calcul. Donc, c'est ce que déjà, donc, on n'aura pas de problème lors de l'étude de ce passage-là, donc par rapport à l'école néoclassique. Donc, déjà, tout comportement relève d'un calcul. Ça veut dire et le consommateur et le producteur procèdent à un calcul. D'accord? C'est la confrontation entre les contraintes et l'objectif. Donc, par rapport au consommateur, alors ici, on va essayer de voir ça ici. Donc, lorsqu'on parle, donc je vais essayer de simplifier. Donc, voilà. Lorsqu'on parle de néoclassique, donc c'est le mot-clé, c'est l'étude des comportements individuelle. D'accord? Donc, elle s'intéresse. Nous allons voir par exemple, au niveau du courant de pensée keynésien, c'est le troisième courant de pensée, nous allons voir qu'il s'intéresse surtout à la macroéconomie. Ici, on s'intéresse à la microéconomie, c'est l'étude du comportement ou des comportements individuels. Alors, lorsqu'on étudie les comportements individuels, c'est à travers le calcul, d'accord? Le calcul de la marche. C'est la façon dont on comprend, dont on procède à la compréhension du comportement des agents économiques. Le calcul de la marche. Donc, pour les classiques, le consommateur, donc on parle ici de consommateur, qui cherche voilà, à maximiser voilà, son utilité, voilà, alors, quelle contrainte? Sous contrainte, voilà, de son revenu. C'est ce qu'on voit ici, d'accord? Donc ici, c'est maximiser l'utilité, d'accord, sous la contrainte du revenu. Donc, jusqu'à ce qu'on arrive à un optimum, d'accord, d'utilité. Donc,
il s'agit d'un calcul, ça rejoint déjà le principe avancé par les libéraux, à savoir la rationalité des agents économiques. Ici, nous avons la contrainte, donc l'utilité par rapport X et grand Y, grand Z, etc., c'est par rapport au produit, d'accord? C'est par rapport c'est ce qu'on appelle le panier de produits, donc X, Y, etc. Donc les produits offerts sur le marché sous la contrainte de R. R, c'est le revenu, d'accord? PX, c'est le prix. Déjà, c'est le prix fois la quantité. Alors déjà, par exemple, nous avons un revenu de 10 000 dirhams, de 20 000 dirhams ou de 50 000 dirhams, par exemple, par mois. Il nous permet nous sommes limités à la consommation d'un certain nombre à la consommation d'une certaine valeur. Et cette valeur, elle est liée au prix, d'accord, des biens et des services et aux quantités de biens et services. Alors, cette consommation, elle est donc, on procède à la répartition de ce revenu aux différents produits sous l'objectif ou déjà dans l'objectif de maximiser l'utilité. Ça veut dire que c'est un aménagement du choix de produits pour maximiser, afin de maximiser l'utilité. D'accord? Donc, on cherche le panier qui va nous permettre de maximiser notre utilité. Ça, c'est par rapport au consommateur. Et par rapport à ce même consommateur, les néoclassiques expliquent deux effets. Donc, l'effet de substitution et l'effet revenu. Donc, quel est le principe de l'effet substitution? Donc, l'effet substitution, c'est le fait de changer, de, 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 de passer ou de se passer, par exemple, de se passer. Remplacer. Voilà, se passer ou de remplacer un produit par un autre si un produit se montre trop cher, d'accord? Donc, si le prix de X augmente à revenu constant, le consommateur va diminuer le prix, sa consommation du bien ou modifier sa combinaison de biens X et Y. C'est très simple. Ça veut dire, si je trouve que le pain est trop cher, donc là je donne par exemple l'exemple du pain. Donc, c'est un produit de première nécessité. Par exemple, si la recharge téléphonique s'avère trop chère, donc si l'heure, par exemple, de communication s'avère trop chère, donc je commence à réduire, par exemple, ma consommation euh, en télécommunication, donc, et la remplacer par d'autres moyens. C'est ce qu'on appelle l'effet substitution. Alors, il y a aussi l'effet revenu. Cet effet revenu, nous allons l'étudier par la suite au niveau de notre cours de macroéconomie, lorsqu'on va déjà étudier la fonction de consommation. Donc, ici, on dit que si le revenu augmente, ça veut dire si, par exemple, le salaire du consommateur augmente, alors, automatiquement, ce consommateur va augmenter sa consommation du bien X ou bien Y ou bien la combinaison. D'accord? Bien sûr, ici, on parle de la fonction de consommation. C'est la part de consommation, c'est la fonction de consommation. En fonction, déjà, lorsqu'on parle de fonction de consommation, c'est une fonction, donc c'est comme une fonction mathématique qui dépend du revenu. Ça veut dire, nous allons voir déjà, je vais vous donner une petite idée sur ce qu'on va voir par la suite. Lorsqu'on parle de l'effet revenu, on parle de ce qu'on appelle la fonction de consommation. Donc, dès là, d'accord, de consommation. La fonction d'utilité que vous êtes en train de voir au niveau de votre cours de microéconomie, c'est la fonction de consommation agrégée. Ça veut dire que c'est le comportement de tous les consommateurs dans une économie donnée. Donc, fonction de consommation qui dépend de, par exemple, on va mettre A, R plus B. Ça veut dire AR plus B, ça veut dire c'est une petite constante. Donc, sa consommation marginale. R, c'est le revenu, plus B, un autre paramètre qui s'appelle la consommation incompressible ou la consommation incompressible. Tout ça sera expliqué avec le détail dans votre cours de macroéconomie. Mais ici, ce qu'on est en train de voir, c'est que déjà, regardez à travers cette fonction, d'accord? Donc, c'est la consommation qui est égale donc, à petit a fois R
Ici, sur Excel, on ne me permet pas de... Donc, AR, R, voilà, grand R plus petit b, ça veut dire que si le revenu augmente, la consommation augmentera d'une façon automatique. Parce que si jamais le consommateur se trouve avec une certaine aisance, ça veut dire l'irtiyah par rapport à son revenu, ça veut dire il a là par rapport donc par rapport au passé, il va consommer plus. Et ça, selon les néoclassiques. Il y a aussi un autre principe, à savoir l'utilité marginale décroissante. Donc, je ne sais pas ce que vous avez vu, vous êtes arrivé à ce point-là au niveau de votre cours. Donc, qu'est-ce que ça veut dire utilité marginale décroissante? Vous avez vu ça? Donc, par rapport à votre cours de Oui, microéconomie. monsieur. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que vous avez compris de l'utilité marginale décroissante? On a déjà vu ça, donc par rapport à la satiabilité, Plus ça d'accord? consomme un bien, l'utilité marginale diminue. Très bien. Alors, et c'est quoi l'utilité marginale? Monsieur, c'est la valeur ajoutée euh, issue de la consommation. C'est l'utilité additionnelle après la consommation d'une unité supplémentaire d'un bien X ou bien Y. Très bien. Ça veut dire déjà, c'est l'utilité ressentie suite à la consommation d'une unité supplémentaire. Alors, en s'accordant au principe, en respectant le principe de satiabilité, plus on consomme un produit, plus l'utilité d'une unité supplémentaire devient plus faible. D'accord? Donc, plus c'est ce qu'on a dit. Donc, et lorsqu'on parle de l'ishba', ça veut dire la satiété. D'accord? Donc, on parle d'un bien voilà, qui nous offre moins d'utilité si on consomme plus. Donc, ça, maintenant, vous savez que c'est un principe avancé par les néoclassiques. Donc, par rapport au producteur, donc, ça sera par exemple, votre prochain chapitre au niveau de la microéconomie. Donc, par rapport au producteur, il a aussi un objectif et il a des contraintes. Alors, comme donc le consommateur qui a un objectif de maximisation d'utilité sous contrainte de coût, sous contrainte de revenu, le producteur a un objectif de maximiser le profit, d'accord, sous la contrainte de la fonction de production. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sous la contrainte de la fonction de production? Donc, ici, regardez, nous avons maximisé le profit. Donc, le profit, c'est quoi? C'est la différence entre les produits, donc entre les recettes et les dépenses. Alors, lorsqu'on parle de PY, c'est P fois la quantité vendue. Donc, c'est la quantité produite et vendue fois P. Ça veut dire le chiffre d'affaires, si on veut exprimer ceci sous forme comptable. C'est P fois Y, c'est le chiffre d'affaires, moins W fois N, ça veut dire c'est le taux des salaires fois la masse salariale. D'accord? Ça veut dire la quantité du travail fois la moyenne des salaires, ça veut dire le coût de la main-d'œuvre. D'accord? R fois K, ici, c'est le taux d'intérêt fois le capital. D'accord? Ça veut dire c'est le coût. Donc ici, je vous explique. Par rapport au producteur, donc par rapport au producteur, donc, on essaye de maximiser le profit sous la contrainte, sous la contrainte de la fonction de production. Nous allons voir, donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire fonction de production. Voilà, de production. On va essayer de jeter un coup d'œil sur les personnes qui essayent, donc il n'y a personne. Voilà. Okay. Rapidement. Voilà. Très bien. Donc, maximiser le profit sous la contrainte de la fonction de production. Alors, ici, lorsqu'on parle du profit, c'est tout simplement la différence entre recette
moins, donc c'est recettes moins dépenses. Vous allez voir tout ça donc, dans un chapitre dédié au niveau de votre cours de microéconomie. Lorsqu'on parle de recettes, c'est égal au prix fois quantité. Voilà, quantité. Les quantités produites, ça veut dire déjà, ce sont les quantités produites par ce producteur. Lorsqu'on parle ici de producteur, d'accord, ce sont les quantités fabriquées par ce producteur fois le prix. Donc, lorsqu'on parle de dépenses, d'accord, lorsqu'on parle de dépenses, c'est la dépense ou le coût. Donc, lorsqu'on parle aussi du coût, donc si on veut parler de marge, on parle de coût, d'accord? Alors, le coût, il y a le coût de la main-d'œuvre, donc selon les classiques, plus, voilà, plus le coût du capital. Du capital. Or, par rapport au coût de la main-d'œuvre, donc ici, lorsqu'on parle de coût de la main-d'œuvre, c'est donc c'est ce qu'on a exprimé ici par, donc regardez, le coût de la main-d'œuvre, c'est W fois N. Et ici, W fois N, donc W fois N, c'est quoi? Donc W, bon, je vais utiliser le majuscule tout court, donc W fois N, voilà. W, c'est la moyenne, donc W, c'est le taux moyen de rémunération. Le taux moyen de rémunération, c'est comme par exemple c'est la rémunération de l'unité de travail. Ça peut être l'heure, ça peut être le mois, d'accord? Et bien sûr, N ici, c'est la quantité du travail. La quantité du travail. La quantité du travail manifestée par un nombre d'heures, par rapport à un nombre de travailleurs, etc. D'accord? Donc ici, c'est la masse salariale. Et par rapport au coût du capital, voilà, on va mettre ici coût du capital, c'est tout simplement, donc ici, c'est le taux d'intérêt R, qu'on désigne ici par R, fois K, donc R fois K. Donc R, c'est quoi? C'est le taux d'intérêt, ça veut dire c'est le taux exigé par celui qui nous prête l'argent. Ça peut être le taux d'intérêt exigé par la banque ou le taux de rémunération du capital. Ça peut être, donc, on va mettre ici, donc, pour être un peu plus précis, le taux de rémunération donc, du capital. Donc, ici, ce n'est pas seulement le taux d'intérêt, c'est le taux d'intérêt lorsqu'il s'agit d'un emprunt bancaire et c'est la part du bénéfice exigé par l'associé s'il s'agit d'un apport en argent, ça veut dire d'un apport en capital, ça veut dire le pourcentage exigé par l'associé. C'est ce qu'on appelle ici le taux de rémunération du capital. Et bien sûr, K ici, c'est la masse du capital, ça veut dire c'est la quantité, voilà, du capital consommé, du capital utilisé ou le capital dépensé. D'accord? Donc d'une façon générale, ici, les néoclassiques ils ont avancé l'idée comme quoi le consommateur cherche à maximiser son utilité, le producteur cherche à maximiser son profit, le consommateur a une contrainte de revenu et le producteur a une contrainte de fonction de production. Ici, on a oublié d'expliquer, j'ai oublié d'expliquer la fonction de production. Donc, c'est comme le revenu. Ici, le producteur ne peut pas produire n'importe quelle quantité. Il est lié à sa capacité de production. Ça veut dire qu'il a un nombre d'ouvriers limité et il a un budget limité. L'argent est limité, donc c'est ce qu'on a dit déjà au début de ce cours-là. Les ressources sont limitées, sont de nature limitée. Ça veut dire même le producteur, il n'a pas tout l'argent du monde, il n'a pas une quantité
mais un douche flous, donc le maximum d'argent, il a une quantité d'argent à sa disposition et il a aussi une quantité limitée d'ouvriers à sa disposition et il ne peut pas passer et il ne peut pas aller au-delà de sa fonction de production. C'est ce qu'on appelle la fonction ou la combinaison des facteurs capital et main-d'œuvre. D'accord? Des questions dans ce sens? Vous avez compris, je peux passer, vous avez des questions? Monsieur, s'il vous plaît, j'ai pas compris le taux de rémunération du capital. Très bien. Donc ici, pour estimer, c'est comme si, par exemple, donc, alors, vous avez donc dans votre cours de comptabilité générale, il y a ce qu'on appelle les charges financières. Charges financières. Bon. Alors, les néoclassiques ont résumé la structure des coûts au niveau du producteur. Donc, ils ont dit que déjà que le coût chez un producteur se divise en deux. Donc, le coût du capital, d'accord, le coût du capital et le coût du travail, d'accord. Donc, ils ont dit que déjà le producteur, il supporte deux types de coûts. C'est le coût de l'argent, d'accord, c'est le coût de son financement et le coût de la main-d'œuvre, c'est-à-dire le coût supporté suite à l'emploi d'ouvriers, d'employés, etc. D'accord? Donc, par rapport au coût du travail, donc, on a essayé de modéliser déjà le calcul du coût du travail à travers le taux moyen de rémunération, ça veut dire c'est comme si on va dire le salaire moyen. D'accord? Le salaire moyen, ou lorsqu'on parle de taux horaire moyen, ça veut dire c'est la rémunération moyenne d'une unité de travail. Ça veut dire, classe d'elle, une heure du travail, une journée de travail, etc. Quand je te le taux moyen, on le multiplie par la quantité du travail. C'est la même chose ici. Vous allez voir, vous allez bénéficier d'un cours de mathématiques financières. Là, vous allez étudier déjà le calcul des intérêts, d'accord? Le calcul du coût du capital. Donc ici, lorsqu'on parle du capital, soit c'est par emprunt, donc soit j'emprunte l'argent de la banque, soit qu'on tilde l'argent de la banque. Et ici, supposons que j'ai emprunté, par exemple, 100 000 dirhams. D'accord? D'accord? Et cette banque-là a exigé une rémunération de 10%. Ça veut dire un taux d'intérêt de 10%. Ça veut dire pour la banque, la rémunération du capital, c'est le taux d'intérêt. D'accord? Donc, lorsqu'il aime China le banque, ça veut dire si il a si on demande l'argent de la part de la banque, d'accord? La banque va exiger un taux d'intérêt. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle le taux d'intérêt. Si je te donne 100 000 dirhams, vous allez me rendre 100 000 dirhams plus 10% des 100 000 dirhams. Alors, ces 10%, c'est le taux de rémunération du capital. Ici, je tiens à préciser que lorsqu'on parle du capital dans le vocabulaire, la définition du capital dans le vocabulaire économique, c'est pas la même chose qu'au niveau du vocabulaire comptable. Le cours comme de la comptabilité générale, vous avez vu que le bilan, il y a financement permanent, il y a capitaux propres, ça veut dire le capital au niveau du bilan de l'entreprise, c'est l'argent qui vient des associés. Et là, lorsqu'on parle de capital au niveau économique, ce sont les fonds, c'est le financement en général de l'entreprise. Ça peut être l'emprunt, ça peut être l'apport des associés. Donc, ici, on parle de taux d'intérêt. Taux d'intérêt. Et lorsqu'on parle ici de financement par apport, ça veut dire un apport à l'apport des associés, on parle aussi de ce qu'on appelle le taux de rendement. Le taux de rendement exigé par l'associé. Donc ici, lorsqu'on parle de rémunération du capital, ça veut dire nisba le shakhs qui vous apporte le capital. Ça veut dire shakhs ou ça veut dire taux de rémunération du capital pour la banque, c'est le taux d'intérêt. Ça veut dire nisbat al-faïda
اللي هي بغاتها لا بنك داكور سوا هذا اللي غادي يوفر لك راس المال اللي غيوفر لك لو كابيتال سي ان اسوسيي هذا لاسوسيي il exige un taux de rendement ça veut dire il te dit que a posteriori après à la fin donc de l'activité ou la fin de l'année je demande un certain pourcentage par rapport aux bénéfices et là on aura la possibilité de calculer le taux de rendement. D'accord? C'est compris, mademoiselle? C'est bon? Oui, monsieur, merci. Très bien. Donc, ici, ce qu'on a vu jusqu'à l'instant, c'est le calcul de la marge, d'accord? Donc, voilà, donc c'est le calcul de la marge, donc l'utilité marginale, la productivité marginale. Donc, ce calcul de la marge, donc ce principe de rationalité nous mène vers un modèle, d'accord? Vers l'élaboration d'un modèle d'économie de marché. Ce sont les mêmes idées qu'on a développées au niveau de notre cours sur l'école classique. Donc déjà, ici, on dit que les agents économiques, les classiques, disent que les agents économiques manifestent leur offre et leur demande en fonction des prix fixés à l'avance. Donc, on va essayer de faire le lien entre ce qu'on vient de faire et cette phrase-là. Donc, les agents économiques vont manifester leur offre et leur demande. Ça veut dire qu'un marché, je trouve un prix. Ça veut dire que un marché, il a un revenu, d'accord? Et il va trouver un prix donné, d'accord? Il va trouver une structure de prix, d'accord? Donc, voilà. Donc, ici, au niveau de cette première phrase, donc, manifester leur offre, ça veut dire qu'il y a ardo, d'accord? Soit les producteurs qui ils offrent leurs produits et les consommateurs demandent des produits en fonction de quoi? En fonction des prix fixés. Ou exactement en fonction de prix fixés, en fonction du rapport entre le prix et le revenu. D'accord? Ça veut dire le marché, par exemple, le bien donné, d'accord? En fonction du prix. D'accord? Donc, maintenant, le prix, il évolue en fonction du rapport entre l'offre et la demande. Ça veut dire l'excès de l'offre sur la demande ou le contraire. Ça veut dire, si j'entre dans ce marché et je trouve un bien à prix faible, je vais augmenter. Donc, regardez. Donc, le raisonnement est très simple. Alors, si le prix, donc, si l'offre, bien sûr, est supérieure, on va dire, supérieur à la demande, normalement, qu'est-ce que ça veut dire l'offre est supérieure à la demande? Ça veut dire je trouve que il y a beaucoup, donc donc je me trouve dans une situation là où il y a beaucoup de quantités, donc des quantités abondantes de biens. Ça veut dire que l'offre est supérieure à la demande. Ça veut dire que le prix vont baisser. D'accord? Alej, je vois le lien entre le fait que l'offre soit supérieure à la demande et les prix vont baisser. Ça veut dire un marché donné, il y a عدد المنتوجات المعروضة أكثر من عدد المنتوجات أكثر من الطلب. Ça veut dire il y a العرض أكثر من الطلب. Ça veut dire que, par exemple, les consommateurs ont besoin de 100 unités, alors que les quantités offertes sur le marché, c'est 1000 unités. Alors, normalement, le producteur, pour motiver le consommateur à consommer plus que les 100 unités, et pour le motiver, il va baisser le prix. D'accord? Maintenant, si je trouve si moi, en tant que consommateur, je trouve que le prix est bas, alors je serai plus motivé à consommer plus ou à acheter plus. D'accord? Si au contraire, donc maintenant, si au contraire, donc je vais faire ici copier-coller. Alors, si l'offre est inférieure à la demande, donc on va mettre ici
inférieur à la demande. Ça veut dire est inférieur à la demande, bien sûr, les prix vont augmenter. Alors, pourquoi Augmente. عاوتاني Alors, pourquoi عاوتاني Donc, pourquoi علاش les prix vont augmenter شنو هي العلاقة ما بين le fait que l'offre soit inférieure à la demande, que les prix vont augmenter. Alors, normalement, فاش كيكونوا de petites quantités, كيكون واحد la compétition entre les consommateurs. D'accord? Ça veut dire que c'est imaginez même هذا الشيء راه ماشي كنهضروا على 1800 1900 راه قديم. Ici, ça peut se manifester, même ça se manifeste de nos jours. Donc, même le temps actuel, ça se manifeste. Ça veut dire, il est traité, ou par exemple, n'importe quel produit en quantité très limitée, d'accord? En quantité très limitée, vous allez décider vous serez amené à donner plus de prix pour l'obtenir. C'est le cas de n'importe quel produit dont on a besoin, bien sûr. D'accord? Donc, ici, donc regardez, je reviens à mon cours. Le prix, alors regardez, l'économie du marché, ça veut dire si je vous demande quelle est la définition de l'économie du marché, ça veut dire que la consommation et la production, ça veut dire le niveau, le مستوى ديال الاستهلاك والمستوى ديال الانتاج بماذا يتعلق بالوضعيه ديال السوق. Ça veut dire la situation, ça veut dire le niveau de consommation, le niveau de production dépend de la situation du marché. D'accord? Si dans un marché les quantités offertes sont supérieures aux quantités demandées, alors le prix va baisser. Si au contraire les quantités offertes sont inférieures aux quantités demandées, les prix vont augmenter. Ça veut dire c'est le prix ou le pivot, le prix ou l'élément qui équilibre le marché. D'accord? Bien sûr, donc pour anticiper un peu le cours sur l'école keynésienne, le dernier courant, Keynes, il va dire que là, non, alors normalement, le prix, normalement, il n'y aura pas d'équilibre au niveau du prix. Alors, il se peut que le consommateur, même si les produits, même si les prix baissent, alors il peut renoncer à l'achat, ce qui peut mener vers les crises. C'est ce qui a provoqué déjà des crises comme le jeudi noir 1929, c'est la crise de surproduction. Donc c'est pour cela qu'ici, on parle de les néoclassiques à travers leur manière de voir. Ils disent que le marché, il y a une certaine confrontation entre l'offre et la demande, et c'est le prix qui détermine l'équilibre entre ces deux paramètres-là, à savoir l'offre et la demande. Qui a une notion, la notion de la concurrence pure et parfaite. C'est ce qu'on appelle la concurrence pure et parfaite. Vous allez voir aussi, donc, puisque nous avons dit que les néoclassiques sont les fondateurs de la discipline de la microéconomie, ils ont avancé ce qu'on appelle un modèle de concurrence pure et parfaite. Nous allons essayer ensemble de comprendre quelles sont les conditions, d'accord, d'obtention de ce modèle, les conditions de réalisation, de concrétisation de ce modèle. Donc, pour les néoclassiques, tout d'abord, il y a une certaine fluidité. Donc, permettez-moi, s'il vous plaît, juste de copier et coller. Donc, on va essayer de faire copier-coller باش نشرح لكم كل principe à part. Donc, voilà. Et on va essayer de venir ici pour expliquer. Donc, lorsqu'on parle ici, donc, ici, nous sommes en train d'expliquer la concurrence pure et parfaite. D'accord? Donc, normalement, ici, regardez le premier principe, la fluidité du marché. Donc, c'est ce qu'on appelle l'absence d'asymétrie d'information. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'absence d'asymétrie d'information? Ça veut dire tous les agents dans un marché disposent de l'information au même moment et à la même qualité. Ça veut dire
que le معلومة, ça veut dire par rapport, par exemple, نعطيكم الثمن ديال les المواد الأولية, les opportunités du marché, etc. ما كاينش في le marché اللي كيكون الأسبق par rapport للآخر في الحصول على المعلومة. La fluidité du marché, ça veut dire qu'il y a une libre circulation de l'information. D'accord? C'est là aussi on trouve la transparence. Donc, au niveau, donc il n'y a ما كاينش احتكار, ما كاينش une spéculation par rapport à l'information. D'accord? Ça veut dire il n'y a pas شي جهة أو لا مثلا شي acteur ou شي producteur qui s'approprie l'information. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle la fluidité et transparence de l'information. Au niveau de la... Oui, De oui, quelle monsieur. information s'agit-il? L'information sur le marché. Donc, lorsqu'on parle d'information, c'est l'information sur les prix, l'information sur l'offre, l'information sur la demande, d'accord? Les prix des matières premières, les prix. Alors, regardez les prix de l'offre, d'accord? Donc, normalement, le prix du produit, d'accord? Donc, c'est pour cela qu'on parle de la transparence de l'information, d'accord? Donc, c'est en général, d'accord? Alors, ici, lorsqu'on parle de l'atomicité de l'offre et de la demande, c'est un concept très important. Donc, lorsqu'on parle d'atomicité, donc atomique, donc ici, je vais expliquer atomicité. Atomicité, d'accord? Atomicité, ça veut dire qu'il y a un grand nombre, regardez, un grand nombre de producteurs, hein, face à un grand nombre de consommateurs. D'accord? Donc, c'est l'absence de ce qu'on appelle le monopole et le monopsone. Ça veut dire que dès qu'on a une concurrence pure et parfaite, le marché doit être atomique. Ça veut dire que ما خاصش تكون شركه وحده اللي كتحتكر السوق كامل. D'accord? خاص يكون un grand nombre de producteurs. Ça veut dire que les producteurs ils se répartissent déjà le marché d'une façon égalitaire. Ça veut dire que chacun a un double sur le marché. ما كاينش واحد qui est dominant, d'accord, في le marché. ما كاينش شركه اللي كتحتكر السوق ولا عندها واحد النسبه كبيره ديال السوق. Donc c'est ce qu'on appelle le marché atomique face à un grand nombre de consommateurs, bien sûr. Ça veut dire ici on parle d'un marché concurrentiel. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de consommateurs, il y a beaucoup de producteurs. D'accord? Donc, la condition, elle est très importante pour avoir de la concurrence pure et parfaite. D'accord? Par exemple, il y a un exemple, donc par exemple notre pays, un exemple de marché concurrentiel. Donc, ça peut être le marché des vêtements, d'accord? Donc, si je veux acheter des vêtements, par exemple, si je veux acheter une chemise, le seul producteur des chemises, par exemple, X, ou l'entreprise X. D'accord? Donc, on parle d'un marché. Donc, le marché de l'habillement, c'est un marché, mais on va pas dire, non, c'est un marché atomique parce qu'il y a un grand nombre de producteurs. Au contraire, si on parle du marché du sucre, par exemple, le marché du sucre, si je veux acheter du sucre, il y a un nombre limité, voire même une seule société qui produit et qui commercialise le sucre. C'est ce qu'on appelle le monopole. Si je veux prendre, par exemple, le train, d'accord? Si je veux prendre le train, j'ai pas la possibilité de choisir entre plusieurs sociétés de transport ferroviaire, d'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle un marché monopolistique, c'est un marché de monopole. Donc, ici, pour les néoclassiques, les conditions de réalisation d'un modèle de concurrence pure et parfaite,
c'est l'atomicité du marché. Exactement, darra, l'atome. Ça veut dire qu'il y a de petits producteurs et il y a de petits consommateurs et ما كاينش احتكار. Il n'y a pas de, ما كاينش une domination, pardon. ما كاينش واحد اللي كيهيمن على, ما كاينش un producteur اللي كيهيمن على la production في un marché et في l'autre côté ما كاينش un consommateur اللي كيهيمن على la consommation. Ça veut dire que il y a une libre concurrence, tout le monde peut produire parce que déjà, le principe de la loi de débouché, tout le monde peut produire, tout le monde peut consommer, on est libre de produire, on est libre de consommer, il n'y a pas de barrière. Regardez ici, à la fin, une absence de barrière à l'entrée. Ça veut dire libre et trop n'importe quel marché, il peut l'intégrer sans aucune barrière, sans aucune limitation, sans aucune intervention de l'État, etc. D'accord? Alors, atomicité de l'offre et de la demande, et aussi il y a une condition, l'homogénéité des produits. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'homogénéité des produits? C'est l'absence de Les produits sont identiques. Voilà, ça veut dire c'est l'absence de différenciation. Ça veut dire les produits proposés par toutes les entreprises sont les mêmes, voilà, identiques, voire même identiques. Voilà. On peut aller jusqu'à l'identique. Il se peut qu'il y a des différences par rapport par rapport au logo, mais lorsqu'on parle de produits, c'est produits standards. Je vous donne un exemple de produit standard. Donc ici, lorsqu'on parle de concurrence pure et parfaite, on parle de conditions qui doivent être tous réunies pour parler de concurrence pure et parfaite. Ça veut dire dans un marché, on ne peut pas dire par exemple dans un marché X maintenant, d'accord? Si jamais les produits sont homogènes, ça veut dire que la concurrence est pure et parfaite. La condition, donc pour réussir un modèle de concurrence pure et parfaite, déjà, il y a des auteurs, déjà on a refuté cette hypothèse d'existence de marché de concurrence pure et parfaite. Ça veut dire qu'il y a un marché de concurrence pure et parfaite. Parce que مستحيل انك تجمع كاع هاد les conditions à la fois, avoir toutes ces conditions. Mais lorsqu'on parle, par exemple, d'homogénéité, un petit exemple. Par exemple, le halib, d'accord? Le halib, par exemple, dans notre fleuve Maroc, maintenant, la quantité, le produit, il est standard, juste le nom de la société qui diffère, d'accord? La société X, Y, Z, etc. Mais c'est le même produit, voire même le même prix, d'accord? Donc, parfois même, on se réunit autour du même prix. Mais on ne va pas dire que la concurrence est pure et parfaite sur le marché du lait parce qu'il y a des sociétés données. Il y a une grande atomicité du marché. Déjà, la question de l'atomicité, on a un cours de marketing, la structure du marché. Ou la structure du marché, la question du marché atomique, ça veut dire qu'au niveau de la consommation, il n'y a pas de producteur dominant, d'accord? Et il n'y a pas de consommateur dominant. Donc, il y a une structure très complexe au niveau de la production et au niveau de la consommation. Donc, ici, pour revenir à cette notion, à cette école, donc à cette école néoclassique. Donc, nous avons dit que déjà l'école néoclassique est née après donc l'école classique, donc à travers des auteurs, etc. Donc, les principes, on a vu des principes simples, donc pour comprendre déjà les idées avancées par l'école néoclassique, qui rejoint déjà l'école libérale. Donc, les auteurs de l'école néoclassique sont aussi donc, attachés, donc aussi bien attachés que les autres auteurs de l'école libérale au principe de liberté, de rationalité et d'économie du marché, de la confrontation de l'offre et de la demande.
ils ont apporté, le nouveau qu'ils ont apporté, c'est le calcul de la marge, c'est le calcul de l'utilité chez le consommateur, c'est le calcul du profit marginal chez le producteur et ce modèle de concurrence pure et parfaite à travers ces conditions. D'accord? Est-ce que vous avez des questions par rapport aux idées qu'on a développées? Je vous écoute. Des questions? C'est bon pour tout le monde? Non, monsieur, c'est bon. D'accord? Très bien. Donc, ici, au niveau de cette séance, on a terminé les principaux courants. Donc, pardon, on a terminé donc, le courant, on a terminé avec le courant libéral. La séance vendredi prochain, nous allons voir l'école marxiste. Donc, l'école, on va développer des idées comme le socialisme, donc les principes d'égalité, les principes de valeur ajoutée, etc. Donc, c'est au niveau de la séance prochaine. Ce qui va nous rester au niveau de ce module, c'est l'autre école, donc à savoir l'école keynésienne. Donc, on va voir est-ce qu'on va faire l'école keynésienne dans une ou deux séances, donc à travers les idées qu'on va essayer de développer par rapport au modèle keynésien. Et par la suite, il va nous rester un dernier chapitre par rapport au circuit économique. Là, on va discuter autour des différents agents économiques et différentes activités économiques. D'accord? Donc, bien sûr, ici, vu que la séance dernière a été reportée, n'a pas été réalisée à cause déjà du nouvel an, d'accord? Donc, on va essayer, si on a la possibilité de programmer des séances de rattrapage, je ne sais pas par rapport à votre emploi du temps, est-ce qu'il y a des créneaux pour programmer Madame, des séances? monsieur, on a déjà le mardi. Le mardi, mais ici, c'est par rapport aux deux ensembles ou par rapport à un seul ensemble? Non, c'est juste pour Non, c'est l'ensemble. pour l'ensemble seul. Voilà, donc on va On essayer, a vous une allez... seule séance le mardi. Non, mais ici, regardez s'il vous plaît. On va se mettre d'accord. Donc,